L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est Thomas Gomard, spécialiste des relations internationales. Il est directeur de l'Institut français des relations internationales. Il publie L'accélération de l'histoire, publié aux éditions Talendier. Bonjour Thomas Gomard. Bonjour Pierre-Hugues Dubois. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est peu dire que notre monde est traversé par des tensions, notamment au Proche-Orient. 3 militaires américains ont été tués en Jordanie. Est-ce là un tournant dans la guerre au Proche-Orient ? C'est une étape d'escalade supplémentaire. La notion de tournant est toujours une notion à prendre avec précaution, puisque la multiplication des événements donne toujours l'impression que ce qui arrive est fondateur, et en réalité, bien souvent, il y a des éléments de continuité plus forts que la rupture. Ce qui est intéressant pour ce qui s'est passé hier, ou ce qui mérite d'être relevé, c'est le communiqué de la Maison-Blanche après la mort de ces 3 soldats en service, puisque ce communiqué désigne très directement les milices iraniennes. Et que, en ce sens, effectivement, cette attaque s'inscrit dans un moment où l'Iran, je dirais, accentue sa pression militaire par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les proxys, les milices qui travaillent pour lui, que ce soit au Yémen ou que ce soit en Syrie. Et la situation de l'Iran, on y reviendra également, mais au Proche-Orient, il y a aussi ces 12 membres de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Lucie en parlait à l'instant. 12 membres accusés par Israël d'avoir pris part aux attaques du 7 octobre. 12 membres de cette agence de l'ONU. On voit bien qu'il y a une tension autour des institutions qui auparavant étaient vues comme des lieux de neutralité. Est-ce que là aussi, il y a peut-être pas le tournant, parce que je ne vais pas parler de tournant, mais là où on voyait avant des lieux de neutralité, eh bien, ne le sont plus. Bon, là aussi, je pense qu'on pourrait trouver d'autres exemples où des personnes travaillant pour des agences onusiennes étaient en réalité enrôlées ou travaillaient pour des États ou pour des groupes. C'est pas nouveau. C'est pas en soi nouveau. Ce qui est évidemment important, c'est pourquoi ça arrive dans le contexte actuel en réalité, et la manière dont Israël va utiliser cet incident, qui est plus qu'un incident, pour d'évaluer, au fond, dévaloriser l'importance des Nations Unies, qui globalement sont plutôt défavorables aux positions d'Israël. Je pense que c'est une manière pour Israël aussi de poursuivre son travail de diplomatie publique critique, très critique par rapport à certaines organisations onusiennes. Si on prend un peu de hauteur sur ces conflits, vous parliez de l'Iran, vous comparez dans ce livre que je vais citer tout de suite, L'accélération de l'histoire, c'est chez Talendier, vous comparez l'Iran avec la Russie, la Corée du Nord, 3 pays qui sont en guerre contre le modèle occidental, le tout d'ailleurs sous le parrainage de la Chine. Quel lien voyez-vous entre ces pays, l'Iran, la Russie, la Corée du Nord, qui peu à peu font pression sur ce modèle occidental ? Je crois que c'est assez décisif en réalité, parce qu'on a aujourd'hui une forme d'entente entre ces 3 pays, l'Iran, la Russie et la Corée du Nord, qui partagent le fait d'être les pays les plus sanctionnés au monde par les Occidentaux. C'est-à-dire ? Eh bien, ce sont des pays qui, dans le cas de la Corée du Nord, depuis 2006, fait l'objet de sanctions très lourdes en raison de son non-respect du traité de non-prolifération nucléaire. L'Iran également a un programme nucléaire qui est délictueux au regard de ses engagements au droit international. Et la Russie a été sanctionnée après l'annexion de la Crimée en 2014, et plus encore évidemment après l'invasion de 2022. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que je crois que ces 3 pays sont porteurs, chacun à leur manière, d'une crise nucléaire. Ce qui a beaucoup frappé avec l'invasion de février 2022, c'est que la Russie agite depuis lors une rhétorique nucléaire, alors que c'est une puissance dotée, membre permanent du Conseil de sécurité, et en ce sens responsable d'un certain type de comportement pour la stabilité internationale, comportement qu'elle transgresse ouvertement en envisageant dans son discours le recours à l'arme nucléaire. Là, l'Iran, je l'ai indiqué, ne respecte pas ses engagements au titre du TNP, et la Corée du Nord qui s'en est affranchie également. Et donc ça, c'est très, à mon avis, très remarquable, au sens à remarquer, parce que nous sommes en réalité aujourd'hui face à un nouvel âge nucléaire où la perspective d'usage possible de l'arme nucléaire apparaît dans le discours de dirigeants
notamment des dirigeants de ces 3 pays. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait l'arme nucléaire comme dissuasion, notamment la France, elle utilise l'arme nucléaire comme dissuasion. Il faut commencer à vivre dans un monde où on vit dans un monde où désormais on voit la menace nucléaire d'être matérialisée de façon beaucoup plus proche. Là aussi, c'est pas quelque chose de nouveau en soi, c'est-à-dire que ça nous renvoie à un contexte de guerre froide. Ce qui s'est passé en 1991 avec la chute de l'URSS, c'est que vous avez eu une déconnexion entre les stratégies nucléaires militaires et les stratégies conventionnelles militaires, et que peut-être que la guerre d'Ukraine, on peut aussi la lire comme un moment de reconnexion entre les stratégies nucléaires militaires et les stratégies conventionnelles militaires. Et ça, c'est effectivement, encore une fois, ce que a décidé la Russie de Vladimir Poutine. Vous parlez de la Russie, je crois que c'est un pays que vous connaissez bien pour avoir beaucoup étudié ce pays. Comment vous l'avez vu évoluer ? C'est vrai que depuis la guerre en Ukraine, on voit un raidissement des positions russes. Vous m'avez repris plusieurs fois quand je disais le mot tournant. Est-ce que ça n'est pas un tournant ? Est-ce que c'est une continuité, la politique actuelle de Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Occident ? En ce qui concerne Vladimir Poutine, si vous voulez, on est face à un dirigeant qui est, au fond, je parle dans le livre de la génération Poutine, c'est-à-dire qu'il arrive au pouvoir en 2000, enfin il arrive au Kremlin en 2000, je ne retrace pas toutes les étapes qui sont importantes à avoir en tête néanmoins pour l'analyse. Et depuis lors, vous avez au fond 2 grandes séquences, je dirais des années 2000-2008 qui correspondent à la progression économique de la Russie, assez spectaculaire grâce en particulier au prix de l'énergie. Et ce sont des années pendant lesquelles, au fond, la Russie de Vladimir Poutine regarde plutôt vers l'Union européenne et en particulier vers l'Allemagne. Et puis ensuite, il y a le retour de Vladimir Poutine au Kremlin en 2012, où là, on a une bifurcation du régime très claire qui apparaît, avec une priorité qui est la Chine, c'est-à-dire que la Russie se met progressivement dans une position de vassalité par rapport à la Chine, qui aujourd'hui est son principal soutien politique dans sa guerre d'Ukraine. À ce soutien politique s'ajoute le soutien militaire, élément aussi de l'entente précédemment mentionnée de la Corée du Nord et de l'Iran. Mais ce qui est intéressant avec la Russie de Vladimir Poutine, si vous voulez, c'est que depuis 2006, 2007, 2008, il y a une volonté d'une contre-offensive idéologique de la part de la Russie par rapport à ce que Poutine appelle aujourd'hui l'Occident collectif, et une capacité à produire son propre discours idéologique, lequel se voit comme une sorte d'avant-garde de la désoccidentalisation du monde. Et c'est très intéressant à noter parce que la Russie, historiquement, est un pays du Nord, un pays qui a colonisé et qui, aujourd'hui, cherche au fond à marginaliser les pays européens et trouve un certain écho dans ce qu'on appelle le Sud global. Nous sommes avec Thomas Gomard, spécialiste des relations internationales, auteur de L'accélération de l'histoire. C'est publié aux éditions Talendier. L'accélération de l'histoire, quelle est-elle ? Pourquoi ce titre ? C'est un titre qui, quand on est historien, c'est quelque chose qu'on dit assez souvent. C'est pas très original de parler de l'accélération de l'histoire. Je l'ai utilisé en réalité pour la raison suivante, c'est que je pense qu'on est face à une multiplication des actions délibérées pour modifier un rapport de force. Et ça va à l'encontre effectivement de toute une lecture des relations internationales qui a fait la part belle, que ce soit en matière d'enseignement ou de publication, qui a fait la part belle au fait social comme élément de transformation. Alors, c'est pas du tout pour négliger l'importance du fait social, mais ça a eu pour effet de ne plus du tout s'intéresser aux questions stratégiques et de dire au fond la géopolitique ça n'existe plus, c'est quelque chose pour les militaires en quelque sorte eux-mêmes désœuvrés. Bon, en réalité on a un retour très fort des questions stratégiques parce qu'il y a une intentionnalité. Il y a des acteurs qui sont un petit groupe d'acteurs qui ont souvent une influence très grande sur un grand nombre par les décisions qu'ils peuvent prendre, qui ont des plans. Et donc l'accélération, c'est la prise en compte de ces actions délibérées qui, à mon sens, se multiplient. Elles se multiplient en défaveur des Européens aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous identifiez 3 lieux stratégiques, 3 places, 3 détroits stratégiques dans les opérations militaires et à surveiller. Taïwan, Hormuz ou Bosphore. Pourquoi ces 3 lieux sont-ils stratégiques et à suivre dans les semaines, les mois, les années qui viennent ? Bon, alors ce sont des détroits, mais ce qui est important, évidemment, ce sont les zones pivots. Et puis, c'est une manière d'essayer de raisonner avec les grands espaces, c'est-à-dire de ne pas voir les conflits en silos, mais de voir l'interconnexion entre ces différents théâtres. Ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est que, si vous voulez, ces trois détroits correspondent un peu à une sorte de pyramide de Maslow stratégique. La pyramide de Maslow, vous savez, c'est ce
ce schéma avec les besoins élémentaires jusqu'aux besoins les plus sophistiqués. Et en réalité, quand vous regardez les trois, eh bien, par le Bosphore transite le blé, le besoin de se nourrir. Par Hormuz et Bab el-Mandeb transite beaucoup de pétrole et de gaz, donc l'énergie. Et puis enfin, par Taïwan transite l'essentiel du commerce mondial des microprocesseurs, sans lesquels la numérisation ou la mise en données du monde dans laquelle nous sommes désormais engagés ne pourrait pas se faire. C'est vrai que les microprocesseurs, vous en parlez largement, on pourrait presque y consacrer l'invité en entier. Mais je voudrais revenir aussi avec vous sur la place des religions. Là, on parle de la place de la nourriture, de comment est-ce qu'on se connecte, des microprocesseurs. Il y a aussi les places des religions qui ont un grand lien dans les conflits aussi. Quelle place des religions et des conflits associés dans le monde de demain ? C'est une question importante que j'avais davantage traitée dans Les Ambitions inavouées apparues en 2023. Je pense que la très grande difficulté dans laquelle nous sommes, nous Européens et Français en particulier, c'est que nous avons beaucoup de mal à comprendre la ferveur religieuse des autres. Et que nous avons beaucoup de mal à analyser des régimes théologico-politiques en fait. En particulier par la lecture qui est la nôtre à travers le principe de laïcité. Or, un certain nombre d'États, pas seulement d'ailleurs les États musulmans, hein, je pense que le fait religieux est extrêmement important pour analyser ce qui se passe en Inde, extrêmement important pour analyser ce qui se passe aux États-Unis, évidemment pour des pays comme la Turquie, l'Iran ou l'Arabie Saoudite, pas besoin de développer. Donc oui, c'est une dimension à intégrer évidemment à l'analyse, avec toujours ce qu'on essaie de faire dans nos travaux à l'IFRI. On n'est jamais dans des travaux ou des explications monocausales, c'est-à-dire que c'est un facteur, souvent décisif, mais un facteur parmi d'autres. Il y a aussi l'importance de la démographie. Emmanuel Macron était en Inde la semaine dernière. L'Inde est passée récemment devant la Chine. C'est maintenant le pays le plus peuplé du monde. L'évolution des tensions, c'est aussi le déplacement des dynamiques démographiques. A priori, démographie, c'est le cas aussi de la production énergétique. Ce sont des choses que l'on peut anticiper. Est-ce que nos dirigeants ont failli dans l'anticipation aussi des grandes dynamiques pour anticiper le fait stratégique et le fait militaire ? C'est pas si évident à anticiper en fait la démographie parce que vous voyez quand vous lisez les rapports des Nations Unies sur une perspective qui nous semble très loin mais qui ne l'est pas, c'est-à-dire 2100, un peu plus de 70 ans, eh bien vous avez des prévisions qui oscillent entre 8 milliards d'habitants ou 17 milliards. Donc c'est pas tout à fait le même monde en réalité. Alors après effectivement à l'échelle d'une génération on y voit plus clair, mais c'est certain que c'est un élément de transformation absolument majeur à la fois des équilibres géoéconomiques, des enjeux économiques. Dans le cas de l'Inde, par exemple, la grande question, c'est de savoir si l'Inde va être en mesure d'exploiter à fond ce qu'on appelle son dividende démographique, c'est-à-dire le fait d'avoir une population très jeune par rapport à une population chinoise qui a déjà commencé à vieillir de manière accélérée, à l'instar de la population européenne. Et puis, quid des États-Unis qui restent dans une dynamique religieuse, mais avec des disparités internes très fortes selon les communautés qui les composent. Voilà, on a évoqué plein de sujets ce matin et plus encore à retrouver dans votre livre. Ça s'appelle L'accélération de l'histoire. C'est publié aux éditions Talendier. Merci beaucoup, Thomas Gomard, d'avoir été l'invité de la matinale.